Merci d'abord pour l'organisation de ce beau colloque, très enthousiasmant. Et puis merci de m'y avoir invité pour parler d'À nous la démocratie. À nous la démocratie, c'est un mouvement qui prône la démocratie directe et qui présente des candidates et des candidats aux différentes élections. Ça a été le cas au moment des élections législatives. Donc je vous parlerai un petit peu de cette expérience dans un deuxième temps, mais je vais d'abord revenir sur les idées qui soutiennent au fond cette démarche. Et pour ça, je voudrais partir d'une réflexion sur un des plus grands succès commerciaux du siècle passé, à savoir celui d'IKEA. Tout à l'heure, on a dit qu'on pouvait articuler des choses, enfin, il fallait apprendre à articuler des choses qu'on n'articulait pas habituellement, c'est ce que je vais faire là. Bon, on connaît IKEA, c'est une firme qui vend des meubles de design dans le monde entier, un immense succès. Et ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est la manière dont le fondateur d'IKEA, donc Ingvar Kamprad, a su dépasser deux préjugés pour adresser son marché. Le premier préjugé, c'est, je le formule, seules les personnes riches et cultivées aiment le design. Lui, il a dit non, c'est pas du tout le cas. Tout le monde y aspire, au fond. Et la seule barrière, c'est le prix. Donc Pierre Bourdieu n'aurait pas créé IKEA. Lui dit non, le seul problème, c'est l'argent. Je crois que ça tient à un fait sociologique pour le coup intéressant, c'est que Kamprad lui-même était issu d'une famille de paysans pauvres. Et ses premiers clients, c'était des paysans du coin, donc il connaissait bien ce type de... Il y avait aussi des nazis, je crois, dans ses premiers clients. Bon, passons. Alors, effectivement, pour pouvoir faire accéder le plus grand nombre à ces biens, il fallait simplement baisser les prix. Comment faire ? Il fallait faire des économies, notamment sur le montage des meubles. Et là, c'est le deuxième préjugé. Selon lequel, non, les clients, ils ne voudront pas monter leurs propres meubles, ou s'ils veulent le faire, ils ne sauront pas comment faire, et puis ils sont trop paresseux pour le faire. Il dit non, pas du tout, ils vont le faire, vous allez voir, ça va marcher du tonnerre. Et non seulement ils seront capables de le faire, mais ils y prendront un certain plaisir. Finalement, ces deux préjugés, quand on veut approfondir la question de la démocratie, on rencontre deux préjugés tout à fait semblables. À la fois sur les aspirations prétendues du peuple et sur sa capacité à faire. Je crois en effet qu'il y a deux manières d'approfondir la démocratie. Il y a une première manière qui consiste à dire quoi ? Démocratiser la démocratie, ça consiste à prendre les meilleurs représentants, à mieux les contrôler, à faire en sorte qu'ils ne fassent pas trop de bêtises. Vous voyez très bien de quoi je parle, c'est exactement ce dont il est question aujourd'hui en France avec En Marche. Mais la souveraineté, elle va rester quand même entre les mains de gens qui savent, il ne faut quand même pas exagérer, des représentants éclairés. Et puis vous avez une manière tout à fait différente qui consiste à dire, mais non, approfondir la démocratie, ça consiste à replacer la souveraineté au cœur du peuple. Le peuple ici entendu comme nous tous, l'ensemble des citoyens, les 47 millions de votants, puis il y a aussi les enfants qui peuvent aussi s'exprimer sur un certain nombre de questions. C'est précisément cette voie-là que À nous la démocratie a choisi. Et pour ça, il fallait se défaire, il fallait déjà que les fondateurs se défassent eux-mêmes de deux préjugés, et puis ensuite faire en sorte que le plus grand nombre possible de personnes se défassent de deux préjugés, l'un sur les aspirations du peuple, je l'ai dit, et l'autre sur sa capacité à se prendre en main et à faire. Alors je vais discuter ces deux préjugés devant vous. D'abord sur les aspirations du peuple. Ce préjugé-là, il a contre lui les faits. On l'entend toujours dire, oui, mais regardez, en fait, les gens, ils ne s'intéressent pas à la politique, ils votent de moins en moins. Il y a une abstention qui est très importante, et effectivement, elle est très importante. Mais ce qui m'intéresse dans cette abstention, dans ce geste abstentionniste, c'est, le taux lui-même, 25%, mais il y a aussi des blancs et des nuls qui, pour le coup, explosent. On pourrait discuter sur les 25%, on peut dire, oui, effectivement, peut-être qu'il y a des gens qui se disent, c'est très loin de moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais sur les blancs et les nuls, on ne peut pas discuter là. Et aux dernières élections présidentielles, il y avait 11,5% de personnes qui ont voté blanc et nul. C'est donc 2 fois plus qu'en 1969, au deuxième tour des élections présidentielles, où l'abstention était les blancs et nuls étaient de 6,42%. Parallèlement à cela, tu l'as dit tout à l'heure, il y a de plus en plus de personnes qui s'engagent dans des associations. Là encore, je vais vous donner quelques chiffres. Sur le site de France Bénévolat, qui publie une étude tous les ans, moi j'ai été stupéfait de l'apprendre, j'ai regardé ça pour préparer cette intervention. Il y a 20 millions de bénévoles en 2016 en France. 20 millions de bénévoles. Ce chiffre, il a augmenté de 11% en 6 ans, entre 2010 et 2016. On parle de bénévoles,
Je ne parle pas de gens qui sont dans des associations, parce que dans les associations, il y a aussi des associations professionnelles, de défense catégorielle. Là, on parle de bénévoles. Je trouve ce chiffre stupéfiant, pour ma part. C'est vrai dans toutes les catégories socio-professionnelles. C'est moins vrai chez les catégories socio-professionnelles les moins cultivées, mais c'est vrai, les moins... oui, parce que c'est celles qui ont des diplômes les plus bas, mais c'est vrai quand même, ça a augmenté. Vous voyez, et ça n'a pas du tout diminué dans la proportion de la défiance envers le politique. Donc ça, c'est quand même un fait que je trouve stupéfiant et qu'il faut noter. Deuxièmement, sur cette fausse idée selon laquelle le peuple ne voudrait pas agir en politique. J'ai envie de dire que s'il n'agit pas par goût, même si on voulait défendre cette idée, je crois qu'il est capable d'agir par devoir, et qu'il le fait, de fait. Pour défendre cette idée, il faut convoquer l'expérience des jurys d'assises. C'est une expérience du même type. Souvent, les gens, quand ils y vont, je ne sais pas si ça a été votre cas, mais ils n'ont pas envie. Ils disent, bon, voilà, c'est quand même, c'est un peu angoissant. Et à chaque fois, quand ils en reviennent, et là je m'appuie sur un texte, Être juré populaire en cour d'assises, faire une expérience démocratique, de Célia J-Singer-Bosch, je ne sais pas comment on prononce, et qui le dit, c'est qu'à chaque fois, l'immense majorité, pas tous, mais l'immense majorité de ceux qui ont été jurés trouvent que c'était une expérience extraordinaire. Et si on leur demande est-ce que vous voulez y retourner, c'est pas sûr qu'ils veulent, mais ils ont fait leur devoir. Donc moi, je suis persuadé que si à un moment donné, on disait que l'ensemble de nos concitoyens, à tour de rôle, de temps en temps, il faut qu'ils siègent dans les assemblées, je suis persuadé qu'ils le feraient de la même manière, soit par goût, soit par devoir. Alors, une fois discuté donc ce premier préjugé, eh bien on pourrait dire oui, mais peut-être qu'ils iront, hein, peut-être qu'ils veulent y aller, mais ils ne savent pas faire. Là, également, il faut opposer à ce préjugé un certain nombre de faits. D'abord, ce premier fait que les citoyens ordinaires, ils savent délibérer en politique, et ils savent aussi décider. J'avance le fait suivant, qui est, vous le savez, peut-être vous connaissez ça, je crois qu'il en est de question cet après-midi, le fait des conférences de citoyens, hein, qui se sont développées à la fin des années 80 au Danemark, et qui depuis vraiment fleurissent, et on en voit à peu près sur tous les sujets, et partout dans le monde. Mais souvent, quand les gens vous disent que la concertation, ça ne marche pas, c'est n'importe quoi, bon, j'ai travaillé en politique, j'ai été dans des différents cabinets ministériels, je voyais bien comment ça se passait, les concertations. C'est-à-dire, vous mettez des gens dans une salle, hein, prenons les comptes rendus de mandat de la mairie de Paris. Ils arrivent dans une salle, la salle a été préparée soigneusement par le chef de cabinet qui a fait en sorte qu'au premier rang, il y ait vraiment les lèche-bottes de service, quoi. Et puis, ils y vont de leurs petits compliments. Et puis, dès qu'il y a un peu des problèmes, des gens on les fait un peu sortir, on les calme, et ça se passe comme ça. Bon, ça, c'est complètement bidon. Mais effectivement, quand vous mettez en place une méthodologie adéquate, des choses extraordinaires peuvent surgir. Même chose pour les référendums. Prenons le référendum sur le traité européen de 2005. Moi, j'en ai un souvenir très vif. C'est qu'il y avait des discussions partout. Alors même que le pouvoir étatique avait essayé d'escamoter la discussion pour pousser plus ou moins discrètement, plus ou moins habilement le oui. Oui, mais sauf que les Français ont dit non. Et moi, je me souviens, je ne sais pas si vous en souvenez, ceux qui ont vécu cela, eh bien, c'était l'agora. Enfin, c'était vraiment... Moi, chaque fois, je rentrais chez moi le soir, il y avait des discussions, on rentrait, on me posait une question, on ressortait. Je le dis avec d'autant plus... De manière d'autant plus à l'aise, c'est que moi, j'avais défendu le oui à l'époque. Et je vais vous dire, le soir où le non a gagné, j'ai eu un sentiment démocratique. Je me dis, c'est moi qui avais tort. C'est comme dit Rousseau, il dit, s'il y a un moment, il y a une discussion démocratique et que c'est autre chose qui sort, c'est vous qui avez tort. Et l'avenir m'a montré, effectivement, que j'avais eu tort de défendre le oui. Voilà. Et puis, en plus, on sait ce qui en a été fait par les politiques après. Donc voilà, effectivement, des faits qui nous montrent qu'on sait délibérer, qu'on sait travailler en politique. Je dirais aussi que les citoyens ordinaires, ils savent agir en politique du fait même de la nature de la question politique. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une question politique ? Ça a été dit à plusieurs reprises. C'est un nœud de valeurs. C'est un lieu dans lequel vous avez des valeurs contradictoires. J'ai beaucoup aimé l'exemple que tu as avancé sur l'ouvrier. C'est vrai, c'est beau d'ailleurs. C'est qu'effectivement, il y a une contradiction entre l'ouvrier qui veut que les usines fument et puis l'écologiste qui ne veut pas qu'elles fument. On pourrait prendre aussi l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, mais c'est exactement le même type de conflit de valeurs. Qui décide ? Qui est le spécialiste ? Voilà. Par définition, justement, la question politique est celle pour laquelle il n'y a pas de spécialiste. C'est une définition même de la question politique. Une question se politise dès lors qu'elle cesse d'être entre les mains d'un spécialiste, ou plutôt qu'elle lui est arrachée. Le cas de Notre-Dame-des-Landes, de ce point de vue-là, il est vraiment spectaculaire, parce qu'au début, c'était la DATAR qui, discrètement, pendant 8 ou 9 ans d'ailleurs, a
à travailler là-dessus, puis à un moment, il y a des écologistes qui ont dit « il y a un problème, ça ne va pas, il ne faut pas faire ça ». Et la question est devenue ensuite politique, mais elle ne l'est pas par nature. Voilà. La question politique, elle s'enrichit aussi de l'apport des uns et des autres. Hein, et c'est là où la démocratie n'est pas simplement une exigence en termes d'autonomie, mais c'est aussi une exigence en termes d'efficacité. Voilà, plus on sera divers autour de la table, plus on viendra d'endroits différents, plus on aura des origines différentes, des situations socio-professionnelles différentes, et plus les points de vue sur la question vont enrichir le traitement qu'on en fera. Hein, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment des gens qui sociologiquement sont les mêmes, hein, puisque la classe politique s'est élevée elle-même en classe indépendante, qui traite des sujets, donc ils les traitent à travers le prisme de leur position de classe, disons-le franchement. Alors là encore, je voudrais articuler l'inarticulable, mais je voudrais faire un parallèle avec deux outils. L'un qui est le tam-tam, je ne sais pas si... ou tom-tom, je ne sais plus d'ailleurs, j'ai noté tam-tam, je ne suis plus sûr. Vous savez, c'est ce système de guidage électronique, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent ça, ou ont utilisé ça, puisqu'on ne l'utilise plus maintenant, justement, automobile. Bon, c'était des ingénieurs de très très haut niveau qui travaillaient sur des algorithmes multiples. L'entreprise est basée en Hollande. Et bon, voilà, ils ont été complètement ravagés, dévastés par quoi? Par Waze, qui est un outil de crowdsourcing. Donc ce n'est pas des ingénieurs de très très haut niveau qui s'occupent de ça, c'est tout le monde. Et vous signalez, vous prenez une photo, ah bah tiens, là il y a un accident à tel endroit, il faut prendre plutôt cette voie-là. Et en temps réel, eh ben, vous savez ce qui se passe. Ben, j'ai envie de dire que dans une démocratie pleine et entière où tout le monde participerait, ben, c'est ça qui se passerait, parce qu'en temps réel, vous saurez quelle est la situation du travail. C'est pas 4 personnes dans un bureau qui se disent ben, il faut alléger les charges. Ah non, non, au contraire, il faut... Non, on saurait effectivement, avec une granularité très, très fine, ce qui se passe dans un pays de 67 millions d'habitants. Et puis, dernier élément pour lequel, là, je vais même plus loin, je dirais qu'ils agiraient non seulement pas moins bien, mais ils agiraient mieux que, individuellement, mieux que les politiques. Ben, pourquoi? Parce qu'ils seraient plus indépendants. Là, je ne vais pas y insister, c'est quand même assez évident. Lorsque vous êtes un politique, vous avez un agenda qui est de rester le plus longtemps possible. C'est ça, d'ailleurs, c'est un point de discussion qu'on pourra avoir sur la France insoumise. Moi, je suis assez sceptique sur le fait que Jean-Luc Mélenchon, devenu président, comme il dit, se retirerait pour organiser une constituante. Je pense qu'il trouverait des prétextes pour dire « mais non, c'est peut-être pas le moment, faut faire d'autres choses ». Bon, on peut discuter de ça, hein, je ne vais pas lui faire non plus de procès d'intention. Mais le citoyen ordinaire, si on lui dit « tu sièges pendant 2 mois dans un Sénat citoyen », eh ben, il va raisonner selon ce qu'il pense être juste. Voilà, il ne va pas se dire « ah bah, il faut que je fasse tel calcul, parce que comme Mme Hidalgo, qui maintenant défend Macron, parce qu'elle se dit que pour les élections municipales... » Je n'insiste pas sur ce point, il me semble assez évident. Je veux vous dire aussi un autre point qui, là, pour le coup, est parfois contesté, c'est que le citoyen ordinaire, il est moins corruptible que le politicien professionnel. Chez À nous la démocratie, on s'est amusé à faire une étude sur les 577 députés et à faire un certain nombre de corrélations entre le nombre de mandats qu'ils ont fait et le nombre d'affaires dans lesquelles ils sont impliqués. Il y a une surreprésentation manifeste parmi les gens qui sont des affairistes. Il y en a 2/3 qui sont des politiciens qu'on peut qualifier de professionnels, c'est des gens qui n'ont vécu que du politique. Donc plus vous restez en politique, plus vous êtes susceptible d'être corrompu. Donc pareil, indépendance plus grande du préjugé, du citoyen. Et puis dernier point, pour l'indépendance, bah, la politique, la classe politique, je l'ai dit, est une classe qui se défend collectivement quand elle est attaquée. Alors là, je vais être très méchant. Mais je constate quand même que par rapport à l'affaire... Bon, je savais que tu serais à cette table, donc c'est pour ça que par rapport à l'affaire Garrido et Corbière, mais j'ai été faire une petite recherche, alors elle vaut ce qu'elle vaut, peut-être s'il y en a certains d'entre vous qui sont plus habiles avec les réseaux sociaux, etc. Je n'ai pas vu un politique les attaquer. J'en ai pas vu un seul. J'ai vu Clémentine Autain, t'as dit c'est pas bien, mais bon, quand même, laissez-les, c'est pas si grave que ça. Bon, incroyable, il n'y a pas un Ciotti ou je sais pas qui a dit oui, c'est un scandale. Bon, on imagine bien les raisons pour lesquelles ils le font pas, mais on voit bien comment la classe politique elle-même, elle agit en tant que classe et qu'elle se défend en tant que telle. Alors une fois dit tout cela, une fois levé ces deux préjugés sur les aspirations et sur la capacité à faire, ben, à nous la démocratie, c'est dit que les citoyens ordinaires, ils doivent prendre le pouvoir politique et le garder parce que non seulement ils ne feraient pas moins bien, mais ils feraient mieux. Voilà, ils feraient mieux. Et dès lors, une fois qu'on était un certain nombre à partager cette idée, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, hein? Là, on se situe à l'été 2016. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir à ces sujets. Et vis-à-vis de ça, on avait deux options. Dans un pays, la France,
où l'État, et c'est un sujet pour le coup sur lequel on pourra discuter, occupe une place très particulière. L'État français, c'est pas l'État espagnol. On le voit bien là en ce moment. C'est vraiment quelque chose de très très fort, l'État français, et qui détruit tout ce qui lui fait concurrence dès lors que ça devient un peu important. Voilà. Pour l'instant, on vous laisse un peu tranquille, parce que vous venez pas le concurrencer, mais dès lors que vous le concurrencez, là ça rigole plus. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait aller voir les professionnels de la politique en leur disant, au fond, il faudrait que vous trouviez un autre métier? Bon, c'était pas très crédible qu'ils nous accueillent avec une bonne foi totale. On s'est dit, en fait, il faut qu'on y aille nous-mêmes, il faut qu'on lance quelque chose. Il faut qu'on entre dans la compétition, non pas forcément pour devenir un parti hégémonique, mais pour notre exemple, je vais vous dire, c'était quoi? C'était les Verts, en fait. On s'est dit, les Verts, quand ils entrent en politique en 1974, au début des années 70, les premières campagnes sont drôles, là, il y a l'autre avec son verre d'eau et tout ça, mais ils ont imposé au fur et à mesure, et on en est un bon exemple, ce colloque en est un bon exemple, à l'agenda politique et social, ils ont imposé la question écologique. De la même manière, nous, notre objectif, c'est que dans 30 ans, on ne pense que démocratie, on se dit qu'il faille démocratiser davantage, qu'il faille davantage discuter avec les uns et les autres, et ça passe, selon nous, par la compétition aussi politique. Alors, dès lors, il fallait partir, mais avec quel programme? Je vais en dire quelques mots de notre programme. Et puis, parce que ce programme, en fait, il comporte deux aspects. Un aspect propositionnel autour des institutions, uniquement. Nous, on s'est centré sur les institutions. On n'a pas fait comme d'autres qui disent qu'il faut transformer les institutions, mais où font organiser une constituante, dit Mélenchon, mais dans cette constituante, il faudra qu'il y ait tel truc qui soit préservé. Soit une constituante, elle est souveraine, soit les citoyens sont souverains et ils décident de ce qu'ils veulent, soit on décide pour eux. Mais on ne peut pas faire les deux, nous a-t-il semblé. Et puis, il y a aussi une question de pratique politique. Alors, sur le programme, j'en dis quelques mots rapidement. On a 6 propositions, 2 qui portent sur la fluidification de la représentation, si vous voulez, faire en sorte qu'on soit représentant. On peut être représentant quelque temps, mais pas toute sa vie. Il y en a 2 autres qui visent à donner plus de pouvoir au peuple. Et puis, une 3e qui porte sur la séparation du pouvoir judiciaire, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Alors, je vous les énumère, on pourra y revenir dans la discussion. Sur la fluidification, 15 ans de politique maximum. Il ne s'agit pas juste de prendre un mandat. C'est quand même extraordinaire, quoi. Monsieur Macron, il dit, vous pourrez être 3 fois député d'affilée. Et puis après, il faudra arrêter. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire autre chose. D'ailleurs, vous avez peu des politiques professionnelles, je suis allé regarder ça, qu'on fait 3 mandats de député d'affilée. Parce que souvent, ils sont ministres entre-temps, après ils redeviennent maires, après ils deviennent présidents. Et puis c'est d'affilée, donc ils peuvent faire 3 mandats, ils deviennent maires 2 fois, et puis après, ils vont refaire 3 mandats. Donc non, nous on dit 15 ans de politique maximum. Vous pouvez être 1 fois député, 2 fois député, et puis 1 fois maire, et puis en cours de mandat, vous démissionnez. Vous ne pouvez pas devenir maire d'une grande ville si vous n'y avez pas résidé au moins 5 ans. Parce que pourquoi? Ça permettrait, regardez ce qui se passe dans la petite couronne parisienne. Vous avez, je sais pas, Valls à Évry, Kosciusko-Morizet à Longjumeau. C'est des villes de pauvres. C'est des villes de pauvres, immigrés, issus de l'immigration. Bon, tu vois, tu vas aller là, ils vont pas trop protester, ils votent pas beaucoup de toute façon. On va mobiliser, puis tu seras élu. C'est comme ça que ça se passe. Bon, nous, pour mettre fin à ça, et pour permettre justement des personnes locales d'émerger, 5 ans de résidence minimum. Pour donner plus de pouvoir au peuple, je passe rapidement. Référendum d'initiative populaire, c'est classique. La possibilité de censurer le gouvernement, dans ce qu'on a appelé, pour rigoler, un 49-4. Et puis, un Sénat citoyen tiré au sort. Alors là, vous changez de France. Je crois qu'une des mesures les plus fortes, celle qui me semble la plus radicale, c'est celle-ci. J'aimerais bien qu'on puisse sortir de là avec un certain nombre éventuellement de propositions à porter ensemble. Mais celle-ci, franchement, on change de France, quoi. Si on a un Sénat qui est tiré au sort, ce sera autre chose que le Sénat actuel. Et puis, une dernière proposition qui, elle, porte sur la création d'une cour de justice avec une partie qui serait tirée au sort, des citoyens tirés au sort, la moitié des magistrats tirés au sort pour juger des responsables politiques, comme, je sais pas moi, Richard Ferrand, qu'on ne puisse pas les soupçonner d'être jugés par leurs copains, quoi. Voilà. Alors, à côté de ça, il y avait une nouvelle pratique aussi qu'on voulait introduire. C'est l'idée selon laquelle les élus soient soumis à ce qu'on appelle un mandat impératif en continu. Voilà. Parce que le mandat impératif, c'est quoi? Vous avez un mandant qui dit « tu vas faire ça, 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 ça ». L'autre, il dit « ok ». Et puis après, il arrive au Parlement. C'était des critiques qui ont été faites à la fin du 19e siècle sur le mandat impératif. Au début, on disait c'est super. Et puis après, on a dit mais c'est peut-être pas si super que ça parce que vous arrivez au Parlement, vous avez votre mandat, et puis vous ne pouvez pas discuter avec les autres pour évoluer. Donc nous, on a dit
et les nouveaux outils de communication nous permettent de le faire, eh bien, il y aura un dialogue permanent. Et les mandats de négociation seront soumis à l'approbation des électeurs. Voilà. Donc si vous dites, par exemple, on va ramener l'âge de la retraite à 60 ans, et puis que les Verts vous disent, moi je suis OK, mais à 61 ans, vous dites, bon, est-ce que 61, vous êtes d'accord pour que je dise 61 ans? Voilà. Et ça, ce serait pareil, une pratique qui changerait quand même complètement la donne. Alors, maintenant, je voudrais, pour finir, tirer 2 enseignements de la campagne législative qu'on a faite. Alors, bon, je vais d'abord partir de quelque chose de désagréable, puis ensuite je parlerai de quelque chose d'agréable, parce que, franchement, c'est positif. Je vois certains d'entre vous qui étaient dans ces campagnes. Bon, c'était vraiment globalement positif. Premier enseignement évident, mais je le redis, le système électoral actuel, il favorise les riches. Ben oui, il favorise les riches, il favorise les gros partis, et au sein de ces partis, il favorise celles et ceux qui sont en mesure d'avancer l'argent. Parce qu'il faut faire plus de 5% pour être remboursé du minimum d'affiches et de bulletins, mais il faut quand même avancer l'argent. Alors c'est vrai qu'il y a des dispositifs qui existent dans les différentes formations politiques, des dispositifs de prêt, vous avez même des partis qui payent tout ce qui est affiches et bulletins d'adhésion. Je suis allé regarder ça. Il y avait un article sur le site de France Culture qui s'appelle « Le juste prix », je vous y renvoie. Vous savez, c'est dans ces petites choses-là qu'on voit quand même comment fonctionne un certain nombre de problèmes politiques et comment fonctionne notre démocratie. J'ai été stupéfait, et en même temps, ça tombe sous le sens, que le parti qui favorise le plus les pauvres dans son système de choix de représentants, enfin de candidats, c'est le Front National. Voilà. Parce que le Front National, ils font des prêts, c'est le Front National. Bon, après, la justice s'intéresse à leur cas de ce point de vue-là. Ils font des prêts à taux zéro, qu'eux consentent directement. Ils remboursent plein de choses et ils font en sorte que vous ayez des gens, qui n'ont peu de moyens qui soient candidats. Ça fait quand même une différence. Je suis désolé de le dire. Voilà. Alors, la deuxième remarque que je veux faire sur ce point quand même aussi, c'est que notamment la réforme qui est en train de porter aussi Macron sur la diminution du nombre de parlementaires leur a effet d'avoir des circonscriptions plus grandes. Donc vous aurez encore plus cet effet-là, parce que ce qui est difficile, c'est quand vous avez des circonscriptions aujourd'hui qui sont à peu près de 120 000 personnes, quand vous êtes une petite formation, même si vous êtes très motivé, c'est très très dur. Une nouvelle formation, c'est très dur d'aller voir tout le monde. Ça sera encore plus dur. Voyez, donc ça va favoriser encore plus les élites sociales. Ça, c'est un mécanisme aussi vis-à-vis duquel il faut être vigilant. Le deuxième enseignement, c'est que l'accueil, écoutez, il a été excellent, globalement excellent. Voilà. Les gens, ils sont mûrs, en fait, pour cette idée de démocratie radicale, démocratie directe. Ils sont mûrs pour ça. Et tu l'as dit, c'est qu'ils sont, familiers avec l'idée de collaboration. Et notre société, de démarche collaborative, notre société, elle est complètement mûre là-dessus, de ce point de vue-là. Il y a les réseaux sociaux, évidemment. Il y a aussi ce qui se passe un peu dans les entreprises. On dit on veut une entreprise plus horizontale, etc. On ne le fait pas forcément. Mais en tout cas, cette idée, elle est très présente. Vous voyez, c'est l'hommage que le vice rend à la vertu de temps en temps. Vous avez même des entreprises qui veulent de la verticalité de manière très forte, ils disent qu'ils veulent fonctionner de manière plus horizontale, plus collaborative. Donc voilà, nos concitoyens, ils vivent dans cette ère-là. Et en politique, du coup, ils sont prêts à y aller. D'ailleurs, c'est très drôle parce que en allant faire campagne, on s'était préparé à un certain nombre d'objections. Donc on se préparait, on disait, oui, mais s'ils nous disent ça, il faudra répondre ça. Puis en fait, les objections ne venaient pas forcément. Je vous en prends une. On s'était vraiment beaucoup préparé à l'objection sur laquelle, en fait, la démocratie, ça marche. À Athènes, il y avait 40 000, entre 20 000 et 40 000 citoyens. Mais dans un pays de 60 millions, ça ne marchera pas. En fait, les gens ne l'ont jamais dit. Parce qu'ils sont familiers d'espaces dans lesquels il y a des centaines, des milliers de personnes qui discutent en même temps sur les réseaux sociaux, qui suivent le même truc, qui commentent. Ils sont familiers avec ça. Donc ça, c'était vraiment extrêmement positif. Alors, je voudrais simplement conclure sur le sujet, faire de la politique autrement. Déjà, on a été très encouragés à faire de la politique autrement par l'accueil qu'on a eu. Parce qu'au fond, ce que l'on fait avec À nous la démocratie, c'est qu'on poursuit un vieux projet dans un monde nouveau. C'est un vieux projet, l'idée de conseillisme, à la fin du 19e siècle, et même Marx lui-même d'ailleurs. Sur ses derniers textes, c'est très intéressant, à partir de 1877-78, il dit au fond, peut-être par la démocratie, et encore part-il de la démocratie parlementaire,
Il soutient même Clémenceau à la fin, bon, mais le premier Clémenceau, le Clémenceau d'extrême gauche, il y a des textes, et ça lui était reproché, il dit Clémenceau finalement c'est peut-être pas si mal que ça. Donc il y a un certain nombre de personnes qui se sont dit que par une approche politique, on peut effectivement transformer, en rendant les choses plus démocratiques, on peut effectivement transformer l'ordre social. Donc c'est un vieux projet, mais dans un monde nouveau, où l'idée collaborative a fait son chemin partout, mais rencontre, et là on est dans une divergence forte, la politique comme une chape de plomb. C'est-à-dire que la société, elle restera collaborative, mais en même temps, elle rencontre quoi? Une chape de plomb. C'est incroyable. En plus, en ce moment, ce qu'on est en train de vivre, je trouve que c'est à la fois incroyable et très enthousiasmant. Parce qu'on voit bien comment Emmanuel Macron, lui-même, il s'agrippe à des symboles, mais qui sont, compte tenu de qui il est, totalement ridicules. Il veut de l'hyper-vertical, l'omniprésident, dans une société qui n'est pas du tout prête à ça. Et en plus, avec un socle de légitimité électorale qui est vraiment ridicule. Donc on voit bien comment, et c'est notre vision un peu historique, cet idéal démocratique qui est présent dans la société, à un moment, il va faire exploser cette structure-là. Si on parle de révolution, moi, je suis convaincu, maintenant, j'en suis convaincu, que ça se passera. Ça se passera pas forcément d'une manière violente, etc. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais ça se passera. À un moment donné, c'est sûr que cette société, il peut y avoir plein de remous, mais elle va s'emparer de l'appareil d'État et elle va faire en sorte que ce collaboratif, il devienne global. Parce que je pense en effet, et je vais terminer là-dessus, parce que je crois que c'est un point très important, c'est que la politique, elle peut agir, parce que c'est aussi un autre préjugé qu'on entend, c'est que tout se décide ailleurs. J'ai lu un article de Yves Saint-Omer où il versait un petit peu dans cette espèce de conspirationnisme chic qui consiste à dire que c'est les agences de notation qui décident de tout. Moi, j'ai encore une fois travaillé en cabinet, je peux vous dire que c'est faux, c'est totalement faux. Il y a juste un alignement entre le personnel politique et le néolibéralisme. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc si vous mettez les citoyens ordinaires autour de la table, vous allez voir ce que vous allez voir. Et en Islande, on a vu ce qu'on allait voir. Je ne sais pas comment dire ça. Vous voyez, en Islande, quand les Islandais ils ont dit « on ne rembourse pas la dette », référendum, 93% des Islandais ont dit « on ne rembourse pas ». Les banques, on les coule. Les banquiers qui nous ont ruinés, on les fout en prison. Ils ont fait ça, les Islandais. Un pays de 330 000 habitants. Vous imaginez si la France, à un moment, elle dit « moi, je ne suis pas d'accord avec tel dispositif », ce sera encore autre chose. Ils n'ont pas été coulés par l'Angleterre, par les créanciers anglais ou hollandais. Il n'y avait pas eu de problème du tout. Donc quand on me dit que le politique ne peut pas agir, j'estime que c'est encore une ruse, justement, de ceux qui ne veulent pas que les choses changent. C'est faux et archi faux, et je ne cesserai de le répéter. Voilà, alors bon, pour finir... vraiment, je vais vous dire deux choses. Parce que le but aussi, c'est peut-être qu'on construise des choses ensemble et que vous rejoigniez ce mouvement ou vous vous y intéressiez. Je veux dire, la première chose, c'est que c'est très agréable de travailler à l'égalité. Moi, je trouve que c'est vraiment agréable. J'étais dans d'autres formations politiques où il y avait des nomenclaturas, des enjeux pour se présenter, etc. C'est agréable non seulement de travailler à l'égalité, mais aussi dans une forme d'égalité entre nous. Ça, c'est très agréable, ça détend dans une société qui est hyper compétitive, où il faut toujours être le meilleur. Là, c'est bien d'inverser, justement, de se réjouir quand quelqu'un d'autre fait quelque chose de bien. Vous voyez, c'est une logique qui est très différente. Et puis, deuxièmement, être dans un mouvement, ce sentiment tout d'un coup, vous vous sentez beaucoup moins impuissant, justement, face à un monde qui vous écrase. Et j'ai parlé d'IKEA au début, je voudrais finir par cette phrase de Marx que vous connaissez tous, mais... il faut redevenir puissant, au fond, dans un monde qu'il ne s'agit pas simplement d'interpréter, mais de transformer. Donc venez le transformer avec nous. Tout est à construire et je vous remercie.